Bonjour, alors Bruno, étudiant. On parle beaucoup de on va dire de la puissance d'Internet au niveau de l'information, tout ça, notamment avec des sites, avec les réseaux sociaux comme Twitter qui est devenu vraiment omniprésent dans l'information mondiale. Mais paradoxalement, quand même, on voit que les sites d'information, par exemple les pure players, comme Rue 89, Slate ou Mediapart, ont quand même du mal à trouver un modèle économique qui est, on va dire, vraiment solide. Donc est-ce que, paradoxalement, justement, vous ne pensez pas que le grand vainqueur de l'avènement d'Internet et de l'information sur Internet, ça reste la télévision qui finalement parvient à maintenir son public? Les pure players n'y arrivent pas parce que le modèle économique est cassé aujourd'hui. Hein. La surabondance d'informations, la surexposition à ces multiples contenus fait que la valeur économique du bien en question a chuté et que la publicité ne migre pas de la même façon. En tout cas, migre difficilement en ligne et s'éparpille surtout ici et là, au lieu de rester concentré sur un petit nombre de médias. Donc il y a un problème de modèle économique qui est en transition et que personne n'arrive à trouver. Alors, pour dire un mot sur la télévision tient le choc pour l'instant. Depuis 15 ans d'Internet, la consommation de télévision reste stable et même augmente un petit peu puisque les derniers chiffres montrent que les gens consomment de plus en plus de télévision tous les jours. Simplement, ils le consomment. Alors, deux choses. Un, ils ne le consomment pas pareil, de manière différente qu'avant. Et de plus en plus, la télévision est consommée en multitasking, ce qu'on appelle en multitasking. C'est-à-dire que les jeunes générations, si elles regardent la télévision, elles le font peut-être pas forcément sur un téléviseur, et souvent elles le font en accompagnement d'une autre activité. La deuxième chose, c'est que la télévision a sa révolution devant elle. Et ça, c'est pour elle une nouvelle à la fois inquiétante et enthousiasmante. Inquiétante parce que la déferlante, le choc entre la télévision et Internet qui va se produire dans les mois qui viennent, voire même cette année, c'est-à-dire la convergence d'Internet et de la télévision via ce qu'on appelle notamment la télévision connectée, va entraîner des bouleversements et des chocs probablement aussi considérables que ceux qui ont touché la presse écrite et l'industrie du disque. Pourquoi ? Parce que l'abondance et la multiplication des contenus va être phénoménale. Alors, certains disent, mais non, la télévision connectée, l'arrivée d'Internet sur la télé, ce sont des vidéos de YouTube qui vont arriver, les gens ne regardent pas YouTube. Non, c'est vrai. Mais ce qui va arriver sur la télévision, en plus des chaînes existantes, c'est en fait une offre de très grande qualité. Ça va être des films d'Hollywood, des séries de télévision, des documentaires, des magazines, des événements sportifs, des jeux. Et puis tout ce que vous connaissez sur Internet qui vont arriver directement sur le poste sans forcément passer par l'éditorialisation d'une chaîne. Alors, l'éditorialisation d'une chaîne va conserver de l'importance pour toutes les raisons dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire réduire le bruit d'Internet, mettre de l'ordre, faire des choix, vérifier l'information, notamment dans l'information, dans le news, quoi. Mais le phénomène de déstabilisation du secteur télévision est devant nous, avec ce choc frontal qui va se passer. Moi, je suis historienne et je travaille sur Internet et les usages que peuvent en faire les historiens. Et donc, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est que toutes les corporations vont devoir s'adapter à l'arrivée d'Internet. Comme les historiens ont dû s'adapter aux archives audiovisuelles, on va devoir s'adapter aussi à l'archive web. Donc, ma question concerne surtout Mathieu Gallet. Je voulais savoir déjà concrètement si demain un historien ou un citoyen veut aller consulter ces archives du dépôt légal, comment ça se passe. Et la deuxième question que je me pose, c'est sur le choix qui a été fait de partager le dépôt légal du web, entre d'un côté l'INA et de l'autre côté la BNF. Pourquoi ce choix de partager en deux, pas de regrouper? Dans quel contexte ça s'est fait et quelles en sont les modalités? Je vous remercie. Merci pour cette question. Alors, le dépôt légal de l'audiovisuel et du web n'est accessible de toute façon
qu'aux chercheurs et aux étudiants, pas aux citoyens, puisque vous avez parlé de citoyens. Le dépôt légal, puisque nous n'avons pas de droit sur les chaînes de télévision et les radios que nous conservons, ça n'est vraiment que pour un but scientifique, donc des chercheurs, des étudiants. Aujourd'hui, il est accessible à la BNF, puisque l'INA est implantée aussi sur le site de la BNF François Mitterrand à Paris, et également dans les 6 délégations régionales que l'INA a en région, notamment une à Marseille qui couvre toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et un de mes objectifs au cours des 4 prochaines années, c'est de pouvoir ouvrir une 30aine de points de consultation du dépôt légal dans les grandes villes universitaires françaises, puisqu'aujourd'hui, on a 6 délégations, dont 6 points de consultation en région. Je souhaite qu'on puisse en ouvrir dans toutes les grandes villes universitaires pour que ce matériau audiovisuel et web soit disponible pour les étudiants et les chercheurs dans toutes ces villes. Donc on est en train de tester un premier poste de consultation à Bordeaux, et donc à partir du moment où les tests seront concluants, et ça c'est Internet qui nous le permet, c'est le fait qu'on ait des réseaux aussi de haut débit qui puissent effectivement être alimentés depuis Paris pour pouvoir avoir cette consultation en région, ça ne pourrait pas être possible sans ces réseaux. Donc je pense que d'ici 4-5 ans, on aura couvert toutes ces grandes villes où on sera présent idéalement dans les bibliothèques municipales ou les médiathèques municipales. Si vous permettez, je vais revenir au livre numérique. Pensez-vous vraiment que sa prolifération permettra à des personnes qui ont des bibliothèques pleines et qu'elles ne lisent pas, de lire plus? Vous dites qu'on n'est pas capable de lire tout un livre sur un livre numérique. Je pense, et je m'inclus dedans, c'est parce que nous ne sommes pas de cette génération qui est née avec des écrans dans les mains. Mais je pense qu'il y a quand même un phénomène de génération qui jouera complètement. On est passé dans une culture de l'écran ou des écrans chez les plus jeunes, les gens qui voilà, aujourd'hui ont 20 ans et moins, que nous partageons pas, mais voilà, il y a quand même, je pense qu'aujourd'hui, avec des liseuses qui sont très bien faites, on est tout à fait capable de lire un livre entier en numérique. Ensuite, sur le déferlement, moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y en a vraiment pas, parce que même aux États-Unis, où le marché est beaucoup plus avancé, on est autour un peu plus de 10%. En France, on est encore autour de 1%. Ce qui est nécessaire sur le livre numérique, c'est d'avoir le bon appareil, la bonne liseuse. Et pour l'instant, effectivement, en France, il n'y en avait pas de très compétente. Alors l'arrivée du Kindle risque d'accélérer les choses. Et puis derrière, il y a ce qu'on trouve aussi, il y a l'offre qu'il y a sur l'offre de contenu. Et là aussi, l'enrichissement de l'offre permettra de voir un marché se développer. Mais pour l'instant, on est au balbutiement. Juste un point, c'est effectivement sur la prolifération. On n'y est pas du tout pour l'instant. Ni prolifération, ni sursaturation. Tout simplement parce que c'est encore cher. Tout simplement parce que les formats sont en constante amélioration et que les pratiques ne sont pas là. Juste un tout petit point sur ce qu'on pourrait appeler, j'aime pas ce terme-là, les digital natives, ceux qui sont nés dedans et qui... Il y a quand même des questions à se poser sur la manière dont moi j'insiste toujours là-dessus, un reformatage et un déformatage qui pose des questions sur... il y a des fatigabilités quand même, il y a des choses quand même qui peuvent se poser. Madame n'a pas totalement tort sur le fait d'avoir un déroulé total d'un livre, mais bon, c'est plus le même livre aussi, enfin, il faut reconnaître ça, c'est plus le même livre. Je partage pas ça, je crois qu'on est vraiment tout au début du chemin, vraiment tout au début, et c'est vrai, les technologies sont balbutiantes, vraiment balbutiantes, et c'est pour ça qu'on n'a pas envie de les lire sur un écran. Mais les liseuses et l'encre électronique en question est à son début. C'est du noir et blanc. Ça va passer en couleur avec des modes d'accessibilité visuelle et bien supérieurs. Les prix, c'est pas vrai. Les prix sont déjà en train de s'effondrer. Quand on a des Kindle aujourd'hui à moins de $100, on est déjà sous des barrières de prix totalement accessibles pour le livre numérique. Ensuite, le livre numérique va permettre des choses que le livre papier ne permet pas, et ce livre papier ne correspond, hélas ou pas hélas, aux nouveaux usages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on lira un livre, que ce soit Guerre et Paix, un roman,
un livre un essai ou la princesse de Clèves, comme me le souffle mon voisin, on pourra aller ouvrir un lien, ouvrir une fenêtre, s'informer, se renseigner sur l'auteur, voir ce que l'auteur a lu lui-même, ce qu'il aime, voir un plan de bataille, voir une géographie, voir des images peut-être, voir de l'histoire, de la contextualisation autour d'un texte. Alors c'est vrai, on peut rester dans le plaisir de ce moment privilégié avec un auteur et avec un texte, mais on pourra, et ce sont des choix, élargir grâce aux hyperliens, grâce à ces fenêtres qui s'ouvrent grâce à la technologie. On sait combien c'est difficile de supprimer des traces qu'on laisse sur notre vie privée, par exemple. Alors, comment protéger notre vie privée sur Internet, éviter aussi la propagation des rumeurs, parce que ça passe aussi par ce média-là, Internet. Voilà, rapidement, et après on va conclure avec vos différentes propositions. Je peux juste je ferai simplement remarquer une chose, c'est que stockage n'est pas sauvegarde. C'est-à-dire qu'il faut bien réfléchir quand on parle finalement d'archivage en général, c'est que on stocke beaucoup. D'ailleurs, il y a beaucoup de stockage privé, c'est la partie qui s'est développée le plus que le stockage public, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est un stockage privé qui est volatile. Donc les aléas, la mort de l'ordinateur ou sa perte font que finalement le droit à l'oubli va être automatique au bout d'un certain nombre d'années. Ce qui est important, c'est que les sauvegardes, jusqu'à présent, sont toujours liées à un acte juridique. Moi, je ne connais pas de sauvegarde importante et structurée qui n'est pas liée à un acte juridique. L'acte juridique, c'est le dépôt légal, c'est les décisions de justice, enfin même tout ce qui tourne autour de la justice. Et donc, de cette manière-là, si vous voulez, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, puisque les amnisties vont être consignées, parce que le dépôt légal, il y a des dates de péremption qui sont rentrées en même temps que les données. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude. Et le stockage privé, je pense que lui, il est vraiment volatile, il est liquide et volatile, donc il va disparaître le jour où vous perdez votre ordinateur. Tout ce qu'il y a dedans est perdu. Alors, il y a certainement des problèmes du côté Facebook, par exemple. Bon, d'abord, je dirais que les gens n'avaient qu'à pas mettre dessus ce qu'ils ont mis, c'est leur problème. Moi, je les plaindrai quand j'aurai le temps. Et puis, la deuxième chose, c'est que la pérennité de Facebook, on verra. À mon avis, ça va changer assez vite. Donc, je ne suis pas très inquiet, en fait. Je pense que c'est plus philosophique, si vous voulez. L'histoire, quand on écrit l'histoire, il faut avoir une faculté d'oubli. L'histoire, c'est quoi? C'est une suite de... Je ne sais plus qui a dit ça, c'est Bachelard ou je ne sais plus. Il a dit c'est une suite de semi-vérités ou de semi-mensonges admises par tout le monde. Donc c'est là où ça va être plus difficile, c'est d'arriver à conserver cette notion de l'oubli, mais plus dans la pensée et chez les intellectuels, on pourrait dire. Oui, mais bon, là, cette question, elle est prise à bras-le-corps. La question des traces qu'on va laisser, la manière dont nous sommes dépistés, tracés. De toute façon, je veux dire, à ce moment-là, arrêtons d'utiliser la carte bleue, arrêtons d'utiliser le téléphone portable, parce qu'alors là, on a mis maintenant, on est jusqu'au cou là-dedans. Mais vous avez, alors moi, ce qui me gêne, c'est plutôt le manque de transparence là-dessus, parce que vous avez des organismes de très haut niveau, dans lesquels se trouvent d'ailleurs les opérateurs, les grands prédateurs, dans lesquels je mets Google, et Microsoft, et Apple, etc., les grands industriels, les États, les citoyens, un peu moins, et dans lesquels on discute de la traçabilité numérique, de l'identifiant numérique, des questions hautement pointues, qui sont des questions, alors là, pour le coup, pleinement politiques et démocratiques. Et là, c'est de ce côté-là, effectivement, qu'on a des questions à se poser. Pourquoi on n'aurait pas... Je ne parle pas forcément du débat public à tout prix, mais qu'on donne aussi, notamment... excusez-moi, mais aux producteurs de la connaissance, un droit, un regard, et voilà. Et puis aussi au collectif du citoyen. Mais c'est vrai, je ne suis pas totalement d'accord avec toi, Lionel. D'accord, on ne doit pas prendre un sens interdit, a priori, mais si on y va, il faut quand même qu'on ait quelques garde-fous. Bon, on sait très bien qu'on ne peut pas laisser simplement à la responsabilité individuelle le fait de dire ou de ne pas dire sur Facebook. Là, moi, je suis pleinement, farouchement pour une régulation, parce que, oui, ok, c'est la responsabilité de l'individu, mais quand même, quand on pousse au crime, il faut savoir un petit peu réguler les pousses au crime aussi.